c'est que je reviens effectivement, il y a vendredi, je suis revenu de tour du monde, effectivement, en bateau et en train uniquement. Donc après avoir aidé à construire Trainline, je me suis dit, j'avais envie de voir les trains ailleurs qu'en Europe, parce qu'en Europe je connais un peu. Je me suis dit, je vais voir les trains dans d'autres pays, aux États-Unis, en Chine, en Russie. Et je me suis dit qu'entre les trains, pourquoi pas prendre des bateaux, tant qu'à faire, parce que c'est quand même dommage de mixer l'avion, ce mode de transport un peu barbare, qui n'a pas la satisfaction des vrais transports. Et oui, donc en fait il se trouve que j'avais pas prévu ça, mais il se trouve que c'est tombé sur. J'ai fait exactement 3 mois, donc oui, pas loin des 80 jours. Il se trouve que le livre ne ment pas complètement. C'est effectivement possible de faire le tour du monde en 80 jours. Donc ça, c'est une équipe où vous pouvez vous amuser à chercher des têtes que vous avez vues ce soir, normalement deux. Donc oui, effectivement, j'ai capitaine de camp, et puis je suis resté pendant 5 ans, quasiment. Ça, c'est le bateau. Voilà. Donc ce que je voulais vous parler, c'est en fait, c'est quand on s'y retrouve dans cet environnement-là. Son environnement, il faut commencer à savoir que les bateaux, donc ça c'est la partie la plus finalement, parce qu'on parle beaucoup de nomadisme numérique. Mais le nomadisme numérique, souvent, il suppose se poser, aller dans des endroits, se poser dans des cafés avec un accès à du Wi-Fi. Avec tout un environnement, en fait, c'est un nomadisme qui reste très très connecté. Moi, l'expérience que j'ai eue pendant ces 3 mois, c'était plutôt l'inverse, c'était en nomadisme, mais un nomadisme qui était souvent déconnecté. C'est-à-dire que le bateau, c'est cet environnement-là pendant 2 à 3 semaines sans Internet. Voilà. Donc la première chose, c'est que faut trouver le rythme. Il faut rentrer dedans. Je pense que c'est une expérience c'est un bateau, vous avez vu, avec des conteneurs, c'est un bateau porte-conteneurs. C'est des bateaux de marchandises. C'est un équipage d'à peu près 23-24 personnes. Et il y a 2 cabines passagers. Donc, vous pouvez être un passager ou 2 passagers sur le navire. Donc sur le navire que j'ai pris entre la France et les États-Unis, on était 2. Et sur les États-Unis à la Chine, j'étais tout seul. Voilà, c'est 3 semaines. Il faut bien savoir que sur les bateaux un peu plus récents, dans certaines compagnies, ils ont quand même un accès satellite qui vous pouvez y vendre des cartes prépayées. Et c'est pas, disons qu'il faut pas faire du paiement style, clairement, c'est pas l'objectif. Mais si vous avez besoin de lire des mails, ce genre de choses, c'est possible. Je ne l'ai pas utilisé, donc je n'ai pas testé. Bon, moi, l'objectif, c'était vraiment de me déconnecter. Donc, je n'ai pas cherché à utiliser ces outils-là. Donc le rythme, c'est quelque chose que. Donc voilà, moi mon objectif c'était j'avais emmené beaucoup de livres parce que je voulais lire beaucoup, c'est ce que j'ai fait. Mais je me suis retrouvé aussi à finalement, j'avais mon ordinateur, j'avais pas besoin, mais je me suis dit, je vais quand même essayer de coder aussi, de voir c'est quoi l'expérience finalement de coder dans un environnement où on est déconnecté, où par contre on n'est pas aussi pas dérangé, on n'a pas Twitter, on n'a pas des appels, on n'a pas de. Voilà, c'est un. La première chose, on est quand même un environnement qui est assez propice à jouer. Il y a des cabines sur un bateau, c'est quand même assez confortable. C'est généralement autour de 20 mètres carrés. Généralement, il y a 2 pièces. Vous avez un grand lit et vous avez une pièce de vie comme celle-là. Avec ici, vous avez un grand canapé avec une table. Vous avez de l'autre côté, on ne voit pas, mais il y a un bureau. Donc c'est plutôt confortable. Vous n'avez pas de souci de nourriture. Vous êtes nourri 3 fois par jour à un rythme. C'est du 7-8 heures au petit déjeuner, midi 13 heures le déjeuner et 17-18 heures le dîner, donc il faut être à l'heure. Mais au moins vous n'avez pas à réfléchir à ça, une fois que vous rentrez dans ce rythme-là. Et donc ça c'est l'exemple dans l'Italie. Et j'ai fait aussi du train, comme je l'ai dit, pareil, juste pour montrer que j'ai codé aussi dans cet environnement-là, c'est pour ça que je le montre. Ça, c'est aux États-Unis, les trains à couchettes, ils ont en plus du wagon-restaurant, déjà cette merveille qu'on a perdue en France. On a encore en Allemagne et en Pologne, heureusement, mais on a malheureusement en France. Ils ont en plus de ça, ils ont des lunch cars, c'est en fait des voitures où on ne voit pas très bien ici, mais en fait il y a des grandes vitres avec même des vitres qui vont jusqu'au plafond.
et des sièges qui sont tournés vers l'extérieur. Donc l'objectif de ces cabines-là, c'est des sièges que n'importe qui peut occuper. Donc il y a un bar aussi dans cette voiture-là. Et donc c'est très agréable pour tout simplement regarder les paysages ou pour lire, ou entre autres j'ai aussi travaillé dans cet environnement-là, ce qui est pas mal du tout. Donc, écrire du code offline, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui va dire? Première chose que souvent, quand je dis à des gens, ouais, je vais écrire du code offline, ils disent, mais Stack Overflow. Bon. Alors, je pense que le premier truc, c'est qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire. Notamment, moi, je suis sur Mac. Sur Mac, il y a un outil qui est très très bien, qui s'appelle Dash, qui permet d'avoir beaucoup de docs en offline. Ça permet d'avoir de la doc et des guides pour plein de projets. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui, clairement, si vous voulez faire du code d'offline, je pense que sur d'autres plateformes, il doit y avoir des choses équivalentes. Sachant qu'en plus, Dash, en fait, il génère des docsets. Donc ça se trouve, même il y a un lecteur de docsets, je ne connais pas très bien sur notre plateforme, mais il doit y avoir certainement quelque chose. Deuxième chose, ensuite, ça va dépendre de vos choix de techno, bien sûr, de ce que vous avez envie de faire. Je parlerai après du choix des projets que j'ai fait, sur quoi j'aurais voulu en travailler. Mais il y a eu beaucoup de discussions aujourd'hui entre les microservices, les modules, les groupes, etc. Bon, première chose que je me suis rendu compte, que peu importe finalement ce que vous voulez faire, en monorepo, au sens que ça c'est vraiment une clé, c'est-à-dire que vous n'allez pas installer des choses, ce que vous voulez c'est un dossier dans lequel vous allez créer des sous-dossiers, des trucs, vous n'allez pas créer des multiples projets. Enfin, en tout cas pour moi ça a été plus simple, parce que dès que vous avez des multiples projets, vous avez des questions de dépendance, vous avez beaucoup plus de possibilités de problèmes. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai fait du Node. J'avais un dossier avec plein de sous-dossiers. À chaque fois que je voulais un module, je crée un sous-dossier, mais j'avais un seul set de dépendances. J'avais un seul truc et je faisais des requires entre les dossiers, sachant que une fois que vous arrivez sur la terre ferme avec des vraies conditions et d'autres outils, vous pouvez découper tout ça. Mais c'est important que pour votre fonctionnement, il y a trop de risques que vous perdez des dépendances dans un projet ou autre, que vous n'avez plus moyen de les récupérer. Il ne faut pas démarrer en plus facilement, on ne peut pas faire juste un npm init et créer un nouveau projet et ajouter des dépendances dedans. Donc le plus simple, c'est un dossier dans lequel avant de partir, vous pensez à npm install à peu près tout ce qui peut vous passer par la tête qui vous semble utile dans ce que vous allez faire. Et ensuite, là-dedans, vous faites votre arborescence de dépendance de modules de projet. Et une fois que vous rentrez sur le terrain, c'est ce que j'ai fait, vous redécoupez tout ça en des vrais packages comme vous avez envie, vous les publiez, vous faites ce que vous voulez. Et la photo, en fait, les photos sont des fois un peu random, c'est juste pour montrer des jolies photos. Ça, c'est tout ça en correct. Donc ouais, node module, il y a, donc c'est ce que je disais, un seul node module. Et dedans, ce qui est bien à savoir, c'est que pourtant, si vous avez quand même oublié quelque chose, je pense que beaucoup peut-être le savent, mais vous pouvez toujours copier-coller une dépendance d'un autre node module, la ajouter dedans sans faire un npm install, ça devrait à peu près fonctionner. Donc en cas de besoin de sauvetage, vous pouvez fouiller sur votre disque dur, voir quel d'autres projets vous avez, et essayer de récupérer des dépendances qui manquent. Donc ça c'est un peu pour la partie, les outils. Après, vous pouvez adapter ça à la techno que vous allez utiliser. Et donc, quand même, prévoir de quoi vous allez avoir besoin, télécharger tout ça. Alors, il y a des solutions, il y a aussi des choses comme npm cache, ce genre de choses qui permettent d'installer tout npm en local. Donc, je ne suis pas allé jusqu'à là, j'avais des idées assez limitées sur ce que j'avais envie de faire, donc je ne me suis pas pris la tête à faire ça. Voilà. Ensuite, choisir un objectif, ce que vous allez faire. Alors, forcément, si vous voulez faire un truc qui se connecte à des API, vraiment pas le bon projet. Donc, faut penser à un truc qui soit contenu. Après, encore une fois, est-ce que vous voulez travailler sur le projet de votre, je sais pas, de votre autre. Il faut aussi penser, il n'y a pas qu'une question d'accès d'API, il y a aussi une question que vous n'allez pas avoir votre. Je ne sais pas si vous démarrez un projet, votre cofondateur ou votre designer, vous ne pouvez pas demander des questions, vous ne pouvez pas discuter, donc vous êtes tout seul face à votre code. Donc il n'y a pas qu'une question d'isolement par rapport au fait de télécharger des dépendances ou d'utiliser des API ou autres. Il y a aussi la question que ce que vous allez faire, vous allez le faire pour vous.
il y aura pas a priori, il n'y aura pas de peer programming, il n'y aura pas de review, il n'y aura pas de... Voilà. Donc, à voir dans quoi vous voulez vous lancer dans ces conditions-là. Est-ce que c'est moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est des projets qui sont ce que j'appellerais un peu recherche personnelle, c'est-à-dire que moi je suis autodidacte, il y a beaucoup de choses que je travaille depuis plus de 10 ans dans différentes startups, j'ai fait plein de choses, mais je sais aussi que j'ai plein de lacunes par rapport à des choses assez basiques, des fois dans l'équipe, tout simplement, moi j'ai jamais fait de théorie de structure de données ou de langage de programmation, c'est des choses que j'ai appris, il y a des choses que j'ai appris sur le tas, mais j'ai jamais vraiment cherché le... Du coup, moi j'ai un projet que j'ai depuis 3 ans, c'est mon jouet quand j'ai du temps. Qui s'appelle, en fait, pour ceux qui connaissent, en fait le nom je l'ai tiré, j'ai bien aimé le nom, il existe un projet qui s'appelle LFE, Lisp Flavored Erlang. L'idée c'est de construire un Lisp au-dessus de la machine virtuelle d'Erlang. Moi, l'idée, c'est d'écrire mon Lisp au-dessus de JavaScript. En fait, c'est même plus un transpiler du JavaScript. Donc, c'est quelque chose que je fais depuis 3 ans quand j'ai du temps. Voilà. Et j'explore différentes pistes que j'ai envie de tester là-dedans. Ça a pris plein de formes différentes. Il n'y a rien de près. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, je me suis dit, je vais continuer. Et sinon, la photo, c'est le moteur du bateau. C'est assez grand. Ça commence à peu près 2 étages d'en haut. C'est assez énorme. Ça consomme... en plein régime dans les 200 tonnes de carburant par jour. À moitié régime, on est en 70. C'est économique. Donc j'ai commencé à... Voilà, déjà j'avais du temps, du coup j'ai commencé à un peu redécouper tout ce que j'avais fait jusqu'à là-dessus. Et je me suis dit, mais en fait, la bonne idée, ce qu'il faut que je fasse, c'est que au-delà, pour faire un Lisp, qu'est-ce qu'il m'a fallu? Il m'a fallu un parseur, évidemment, il m'a fallu... ensuite en runtime, mais ensuite très vite je me suis rendu compte aussi que j'avais envie j'avais quelque chose qui s'inspire en fait d'un presque plus de Clojure pour ceux qui connaissent que de Lisp, et du coup je me suis dit mais j'ai besoin aussi finalement d'une STD libre, et aussi de beaucoup de choses en fait qui me manquent en JavaScript par rapport à... Donc ce que je me suis dit d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire en fait des outils que j'ai envie de voir dans mon langage aussi en JavaScript comme des modules séparés. Donc je commençais à redécouper tout ça et en même temps en profiter pour creuser certains concepts que je voulais comprendre mieux ou que je trouvais qu'ils n'étaient pas forcément suffisamment bien représentés en JavaScript. Donc du coup j'ai fait un projet que j'ai appelé Aura Project. Et aujourd'hui il y a 3 choses que j'ai... Enfin il y en a 4 en fait, écoutez, mais les 4 du courrier parce qu'elle est vraiment trop en work in progress encore. Mais il y a une implémentation de transducer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une manière d'approcher la transformation des collections. Le range, c'est juste des outils, c'est un range, mais qui a l'avantage d'être implémenté en termes d'itérateur JavaScript et qui est potentiellement range infini. Et collection, c'est une librairie de structure de données en JavaScript. L'idée, c'est d'implémenter, ce que je voulais faire, c'est d'implémenter des sets et des maps qui sont exactement comme les sets et les maps de ECMAScript 6, ceux qui connaissent. Sauf que une chose qui me frustre avec les CDM de ECMAScript 6, c'est que ils n'interprètent pas les objets par valeur. C'est-à-dire que si vous faites 2 tableaux qui sont potentiellement un tableau vide et un tableau vide, et si vous utilisez comme clé un tableau vide dans votre map, 2 tableaux vides différents qui ne sont pas la même instance, ce sera 2 clés différentes. Parce que c'est parce qu'il utilise à l'intérieur le map en ECMAScript 6, il utilise l'égalité native du JavaScript, qui est une égalité par instance, et pas une égalité par valeur. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai implémenté des hashmaps et des sets avec vraiment des fonctions de hachage custom et des fonctions d'égalité custom. Donc, collection, c'est une classe à laquelle vous pouvez instancier, c'est une classe d'une data structure à laquelle vous pouvez passer votre propre implémentation de hash et du collectif. Voilà. Ça n'a pas forcément, comme je disais, un intérêt. Pour moi, ce qui était intéressant, c'est que j'ai du mal, je disais, j'ai comblé mes lacunes de choses que je n'ai pas forcément vues dans l'école et qui étaient intéressantes pour moi. Et en même temps, je pense que j'ai fait un truc que je trouvais assez agréable d'utiliser. Voilà, ça c'est le genre de type de projet que j'ai fait, qui sont effectivement, ce que j'avais sous la main, c'était
C'était donc Dash avec la documentation de points clés qui existent. J'avais aussi des sources dans certains projets desquels je me suis inspiré. J'avais les sources de Immutable.js, vous connaissez peut-être. J'avais les sources de notre projet en Java qui s'appelle Bifurcant, qui est une implémentation des structures de données en Java. Voilà, donc j'avais ça pour m'inspirer, pour regarder un peu comment les autres font, plus intelligents que moi. Et le dernier, voilà, donc ça c'est sur les projets que j'ai fait et j'ai largement dépassé, je suis désolé. Dernier point, je vais juste parler du Great Firewall of China, une fois que je suis allé en Chine. C'est la merde, là, le conseil que je vous donne, si jamais vous allez en Chine, en tant que nomade numérique ou pas, c'est regardez à l'avance comment ça fonctionne et ce que vous pouvez faire. Moi j'avais un VPN et ça marchait pas réellement, il a fallu passer par des proxy d'obfuscation, ça a marché pendant 3 jours, ça ne marchait plus après. Enfin bref, si vous allez en Chine, je vous conseille vivement de vous documenter à l'avance. Moi j'ai été un peu trop optimiste. Donc j'ai eu beaucoup de chance, Slack fonctionne en Chine. Allez savoir pourquoi. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas de LinkedIn, il n'y a pas de Google, il n'y a rien. Slack fonctionne. Donc j'ai pu embêter mes collègues pour qu'ils m'aident à trouver comment fonctionne un VPN en Chine. Voilà. Merci.